On ne va pas faire le grand exercice avec cette question qu'on fait d'habitude dans le module Terre, parce que la majorité d'entre vous, vous l'avez déjà vécu. Donc c'était une opportunité de revenir dans le Vinyasa et dans ce que c'est, parce que déjà pour nous et dans notre pratique personnelle, on a besoin de savoir pourquoi on fait ce qu'on fait, et surtout s'il enseigne, on a besoin de savoir pourquoi on fait ce qu'on fait. Et donc cette définition, qu'est-ce que les Vinyasa? C'est la fondation de toute la pratique. Et on doit revenir encore et encore et encore à ça pour ne pas oublier ce qu'on fait et pourquoi on le fait, pour ne pas se perdre dans des choses qui sont en dehors de ça. Ok? Alors, Joe, je te souriais parce que je suis venue sur mes notes et c'était marqué définition du groupe de Montélimar. C'était sa promo, à Montélimar. Le seul groupe de Montélimar. Ouais. Et d'ailleurs, tu sais, en mois de mai, j'ai enseigné au festival de Charlotte-Saint-Jean. Ah oui. Et la sœur de Pierre, le skieur, oui. je ne connaissais pas, elle dit, je viens vous donner le bonjour de la part de Pierre. C'était votre élève. Ah ouais, ok. Voilà. Ok, est-ce qu'on se souvient? On va juste commencer avec le Vinyasa. Alors, pour vous qui n'avez jamais vu cette question, vous n'avez pas encore fait cet exercice. Pourquoi je vous donne le texte en bas? Parce que le Vinyasa, je n'ai pas dit qu'est-ce que le yoga Vinyasa. C'est qu'est-ce que le Vinyasa, qui n'est pas yoga. Alors, donc, qu'est-ce que le Vinyasa? Le Vinyasa, c'est. Je crois qu'il y a une semaine ou deux. Ah, ok. Ah là, je l'ai pas encore intégré. Ouais, ça demande une bonne intégration. Ouais. Je l'ai relu, ah oui, tiens, c'est bon maintenant. Okay. Là, moi je croyais, et en fait elle vient de me noyer en me disant Vinyasa, Vinyasa Yoga, et moi je croyais. Donc c'est trop fort. Et j'en avais une, c'est dommage. Non, Vinyasa n'est pas yoga. Je savais juste que je ne sais plus. Alors, donc je ne parle pas de la traduction de sanskrit, hein, parce qu'on va voir ça après, mais la définition, qu'est-ce que c'est? Il y a du mouvement. On va choisir d'autres mots. Donnez-moi juste la suite. Ombline. Je dirais reflète la forme cyclique de la vie. Ok, reflète la forme cyclique de la vie. Bon, on va mettre ici des mots-clés. Donc cyclique. Ça me fait peur maintenant. Cyclique, tu as dit mouvement. Ok. Mouvement qui s'initie dans le souffle. Mouvement qui... Non, il n'y a pas de souffle ici. C'est pas du yoga. Mouvement avec un début, un milieu et une fin. Ok, donc début, milieu et fin. Enchaînement d'action cyclique. Ah ah. Le Vinyasa, c'est un enchaînement d'action cyclique. En prenant un début, un milieu et une fin. Ouais. Comprenant un
début, milieu et fin. Qui respecte les lois universelles de l'univers. Quelque chose comme ça, non? Ouais, il y a quelque chose avant. Il y a quelque chose même avant. C'est quelque chose sur les actions qui reflètent Ouais. Qui provient du divin. S'il y a quelque chose même avant. Qu'est-ce que c'est donc? Un processus. Donc ce processus évolutif. Ok. Respecte. Qu'est-ce que tu dis? Les grands principes de la vie. Respecte les lois universelles. Ouais. On va dire qui respecte, parce que comme ça facilite après. Ce processus évolutif qui respecte les lois universelles. Quelque chose. Qui a créé ces lois? La nature. Ok. Ce processus évolutif qui respecte les lois universelles est guidé. Je change, il y a deux définitions qu'on a là. Je préfère est issu. Est issu de l'intelligence divine. Et là, il y a quelque chose, un groupe qui a marqué, et je ne vois pas exactement comment ils ont... Le nom que je vais lire, ce n'est pas tout à fait correct, mais sur tous les plans du vivant. Ce processus évolutif, il voulait dire que ce processus évolutif existe sur tous les plans du vivant. Et j'aime bien ce petit rajout. J'oublie quel promo a dit ça, mais je ne sais pas comment est-ce qu'on peut le dire dans la phrase. Ok, on va en faire. Donc Vanessa, tu dis. Répète. Ça. Issu de Issu de l'intelligence divine. respecte les lois universelles sur tous les plans du vivant. Mais qu'est-ce qui respecte? Le processus évolutif. Ok. Ce processus évolutif est issu de l'intelligence divine. Mais tu as mis au début. Non, ce processus évolutif. Ce processus évolutif, virgule, issu de l'intelligence divine, c'est virgule, respecte les lois universelles sur tous les plans du vivant. Je vais... Ok, une personne. Ombline, tu me dis. Je répétais juste. Ok. Ce processus évolutif issu. Attends. Ok. Virgule, issu de l'intelligence divine, respecte les lois universelles sur tous les plans du vivant. Ok.
Ok. Donc ça c'est ce que c'est Vinyasa. Et il n'y a pas cette idée aussi qui nous permet d'évoluer non, évolutif. Évolutif. Ok, donc si vous avez écrit quelque chose, mouvement avec le souffle et tout ça, niet. Parce que d'abord, si on me donne cette définition, je dis, et à quoi ça sert? Pourquoi faire ça? On a besoin d'avoir un vrai pourquoi. Okay? On va regarder après pourquoi on pratique. Mais d'abord, on a besoin de comprendre que le vinyasa, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce que c'est le vinyasa yoga? Ok, c'est une pratique d'action. Ok, donc on a une action précise, mais la précision, les règles de cette précision viennent de ça. Okay. Donc, le mot vinyasa, donc la traduction, c'est de placer d'une certaine manière. Mais quelle est cette manière? C'est ça la manière. Donc, quand on dit, ok, bon, est-ce qu'on peut être un peu plus concret? Qu'est-ce que vous voyez si on dit, ok, c'est ça la manière? Mais qu'est-ce que ça veut dire pour la pratique physique sur le tapis? Comment est-ce qu'on peut utiliser cette définition pour informer ce qu'on fait sur le tapis? En reprenant la notion de cycle. Ok, notion de cycle. Début, milieu et fin. Début, milieu et fin. Et en expliquant que ce qu'on vit sur le tapis est un reflet de ce qu'on vit dans la vie en dehors du tapis. Ouais, ce qu'on vit sur le tapis, c'est un reflet de ce qu'on vit en dehors du tapis. C'est pas explicite aussi ici, mais on a besoin de comprendre ces lois universelles. C'est pas que début, milieu et fin, ça c'est une loi universelle, mais quelles sont d'autres lois universelles, par exemple, à creuser sur la question pour ça. Sur tous les plans du vivant, qu'est-ce que ça peut nous donner comme information pour notre pratique? Moi, pour les plans du vivant, j'aurais dit des koshas. Tout à fait. Ouais, sur tous nos plans à nous, de notre être vivant. Exact. Et ce processus évolutif, quelle information est-ce que ça nous donne sur notre tapis? L'évolution, la transformation. L'évolution, la transformation. Transformation, c'est aller vers l'avant, ce n'est pas d'évoluer, ce n'est pas stagner. Et donc, on a des cycles, hein, mais il y a une évolution. C'est-à-dire que si on fait une action ici, avec nos cycles, quand on revient à ce point-là avec cette action-là, l'action devrait évoluer. L'action devrait être plus complexe ou plus intense. Quand on revient encore, ça devrait évoluer encore. Donc, par exemple, aujourd'hui, on a vécu des micro-évolutions. J'introduis d'abord, on respire avec nos mains. Après, on fait quelques cycles. Et maintenant, on amplifie. Après, on expire par la bouche, etc. Donc, à chaque fois, on revient dans la même chose, mais c'est plus intense ou plus complexe. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Moi, je ne vois pas trop ce que c'est les lois universelles. Le début, milieu et fin, c'est une loi universelle. Ça, je vois. Mais oui, alors. De quoi? Les saisons.
Les saisons, non? Les douchages. Je ne sais pas si c'est une loi universelle, les saisons. Les éléments. Les douchages aussi. C'est la structure. Bah, on va penser qu'on ne parle pas que de la Terre. Donc les saisons et les doshas, etc., sur d'autres planètes, dans d'autres univers, je ne sais pas si... On parlait quand même. Je ne sais pas. Mais par exemple, macrocosme et microcosme, c'est une loi universelle. Ce qui existe ici existe ailleurs, ce qui existe ailleurs existe ici. Ce qui n'existe pas ici n'existe pas ailleurs, ce qui n'existe pas ailleurs n'existe pas ici. Par exemple. Donc ce sont des choses à apprendre dans les Védas. Dans la cosmologie védique. Les Vayus, c'est une loi universelle que le prana bouge dans ces directions. Ok. Donc, sur la page suivante, pourquoi pratiquer le vinyasa? Là, on parle du vinyasa yoga. Et dans mes précisions et où je suis rigide sur les définitions et tout ça, oh, il y a une erreur. Vinyasa. Je n'aime pas yoga vinyasa parce que ça donne l'impression que ce qu'on fait ici, c'est une méthode de yoga. Le yoga est une chose et maintenant on fait une variation. Non, on fait ça. Mince, c'est énorme. C'est énorme. Et ce qu'on fait maintenant, avec ça, on le met dans notre corps. Donc c'est une manière de ramener cette chose, ce principe de vinyasa est une loi universelle en elle-même. De mettre ça en mouvement dans notre corps. Donc de rendre ça en yoga. Donc pour moi c'est très important. Pour moi j'ai besoin de l'exprimer de cette manière, de vinyasa yoga et pas yoga vinyasa. Ça rend la pratique en juste un autre truc, juste une autre méthode. Du coup, ça peut aussi ouvrir pour faire du vinyasa, mais oui. autre chose. Oui. Ok. Donc pourquoi pratiquer le vinyasa? Et la question c'est pas pourquoi vous pratiquez. Vous pouvez commencer, ça peut être le point de départ. Mais en général, quel est l'intérêt de pratiquer ça sur votre tapis? Pourquoi faire ça? Ok. Donc prenez 5 minutes sur votre papier. Alors, pourquoi pratiquer le vinyasa? Moi, j'avais mis pour s'harmoniser avec la nature, les lois universelles, pour s'incarner, ressentir sa place dans ce grand. Ok. Super. C'est un peu comme ce sentiment d'unité. On parle de microcosme, macrocosme, mais qu'en fait, ils ne sont pas du tout dissociés et que c'est juste unis ensemble en fait. Et avoir cette sensation-là, juste incarner la c'est moi, J'avais aussi pour déconditionner des choses qui nous éloignent en fait de l'universel. Ok. J'avais aussi, je
Est-ce que tu penses que on peut accéder aux choses plus subtiles en nous avec d'autres pratiques de yoga? D'autres sortes. Ok. Donc particulièrement, pourquoi le vinyasa? Je pense qu'il n'y a pas que particulièrement. Ça peut, oui. Ouais. Une partie, ouais. Ok. Comme on dit dans les lignées, voilà. Dans cette lignée-là, on peut aller chercher les parties subtiles et d'autres qu'on ne pourra pas trouver là. Ok. Pouvoir ressentir qu'on a les 5 éléments en nous et aussi les 3 doshas, même si ce ne sera pas dit comme ça, mais en fait on a tout. Ok. Moi j'ai écrit pour vivre pleinement l'expérience de son incarnation. Et comment est-ce que le vinyasa aide avec ça, particulièrement? Le processus alchimique. Ok. Est-ce que tu peux être un peu plus précise? Ça actionne en fait, grâce aux lois universelles, en fait, ça actionne, je sais pas comment expliquer. En fait, de se mettre en mouvement, ça permet d'évoluer et d'actionner au fur et à mesure tout ce processus alchimique qui va nous permettre petit à petit de pouvoir vraiment pleinement être entièrement incarné. Ok. Ok. Ombline, qu'est-ce que tu allais dire? Oui, ça fait la même chose que qu'on pratique, qu'on vit sur le tapis et le reflet de ce qu'on vit en dehors du tapis. Et donc chaque expérience sur le tapis nous aide à grandir, à mieux nous connaître, à mieux nous libérer de nos éventuels blocages et à pouvoir expérimenter pleinement ce qu'on a à vivre. Alors, si on dit que l'objectif final du yoga, c'est la libération de la condition humaine, comment est-ce que le vinyasa nous aide à nous libérer de la condition humaine? Moi, j'allais, juste avant que tu parles de ça, justement, j'allais dire que c'est une idée, que j'ai la sensation que le vinyasa, dans toutes les pratiques du yoga, en tout cas le vinyasa particulièrement, peut en une seule fois nous faire atteindre tous les koshas. Que par exemple, dans le hatha, je ne connais pas assez le hatha, mais moi, ce que j'ai, en tout cas comme image, voilà, le hatha, il faut faire ce pranayama-là, il faut faire cette pratique physique-là, ensuite il faut faire de la méditation. Dans l'illumination, on peut aussi la méditation. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que, voilà, dans une séance, par exemple, on va travailler dans tout ce qui est corps énergétique, corps physique, mais on va aussi aller plus loin. Je ne sais pas si je suis claire. Ouais. On va vraiment aller toucher tous les principes du vivant, comme je disais tout à l'heure, en fait, sur tous les plans du vivant. Je trouve qu'il n'y a que Vinyasa qui vraiment permet d'aller chercher ça, plus qu'une pratique du yoga. Ok. Je ne sais pas. Ouais, je ne peux pas dire, mais ok. Moi, je pensais le fait que en fait, ce soit tout le temps des cycles, qu'à chaque fois qu'on arrive, comme tu me montrais tout à l'heure avec le schéma, que quand on arrive d'un cycle, on va évoluer dans ce cycle, vers un cycle plus avec un degré plus intense, je ne sais pas si c'est le bon terme, et que finalement, à force de faire tourner les cycles, on avance, c'est comme dans la vie, quand on prend une situation, on la rencontre pour la première fois, on réagit d'une certaine façon, la deuxième, la dixième, la centième fois, et au fur et à mesure, on déconstruit en fait ce qu'on appelle les samskaras, au fur et à mesure de la pratique, en fait, on déconstruit. Et après, avec aussi cette conscience que, un peu comme disait Mathilde, qu'on a tout en nous et tout est à l'extérieur, que finalement on se déconditionne progressivement de tout le conditionnement qu'on a pu emmagasiner depuis. Donc nous, les êtres humains, nous avons une spécialité par rapport au reste de la nature, c'est que nous pouvons, pas à 100%, mais nous séparer des lois universelles et de la nature.
on peut mettre un short en plein hiver, même si on ne devrait pas, par exemple, parce qu'il neige, par exemple. Ce sont des petits exemples. On peut travailler 40 heures par semaine, même si dans l'Ayurveda, on ne devrait pas travailler 20 heures par semaine, max, par exemple. Donc, nous avons la capacité à faire des choix, à faire des choses qui dévient des lois universelles. Donc, quand on regarde les lois, on cherche les lois universelles, on cherche aussi dans l'Ayurveda comment l'Ayurveda explique la santé et la nature. Nous avons la capacité à presque arrêter d'être être humain, parce qu'on s'est déconnecté tellement de la nature et des principes de la nature qu'on devient autre chose. Et ce que je vois sur les médias aujourd'hui, ça fait peur. On devient autre chose. Voilà. Et donc, ce que le Vinyasa nous aide à faire, c'est de revenir dans les lois universelles. Et de commencer à sentir que quand on suit les lois universelles, on se sent mieux. Et là, c'est une généralité, on peut décortiquer, on se sent mieux comment, mais on va dire juste en général, on se sent mieux quand on est notre nature, ce qui est la nature de tout, parce que il y a le macrocosme et le microcosme, les principes de la nature sont appliqués à nous. Nous faisons partie de la nature, on n'est pas séparés d'eux. Et donc, par exemple, imposer début, milieu et fin est méga important. Que dans notre pratique, et avec nos élèves, ils commencent à respecter un rythme naturel. Et pas un rythme choisi par le mental. Parce qu'il faut aller plus vite. Parce que je préfère faire ci et pas ça. Donc, même dans les Yoga Sutras, tous les kleshas, les obstacles à la libération, montrent aussi toutes les déviations possibles dans l'esprit. Le week-end dernier, chez Orion, on parlait des préférences, par exemple. De préférer ça et de ne pas aimer ça. Voilà, dans le Yoga Sutra, c'est arrêter les préférences. Arrêter. Et quand on arrête les préférences, il y a toute une autre expérience qui émerge, qui nous montre que nous pouvons être plus alignés avec le vivant. Donc, le Vinyasa décrit un mouvement naturel, un mouvement universel, parce que la vie, c'est le mouvement. Nulle part dans l'existence, il n'y a pas de mouvement. Donc, si on se trouve dans sa vie à stagner, on a besoin de prendre conscience que la stagnation, ce n'est pas naturel. Il peut y avoir un ralentissement, un moment d'intégration, etc. C'est mon pratique. Mais il n'y a pas à stagner, il n'y a pas à s'arrêter, par exemple. Totalement. Les gunas, c'est aussi des lois universelles. Sattva, Rajas, Tamas, ce sont des lois universelles. Et donc, quand on va vers ces lois universelles, et quand on commence à faire l'expérience directe, parce que l'autorité de la connaissance, c'est l'expérience directe. Ce n'est pas ce qu'on lit dans un bouquin. La première autorité, c'est l'expérience directe. Sachant que notre expérience directe peut être complètement conditionnée. Donc, on peut commencer à se faire confiance ou à faire confiance à notre expérience directe quand on a cheminé pas mal dans le yoga, à enlever beaucoup de choses. Donc, quand on va dans l'expérience directe des lois universelles, on commence maintenant à avoir la capacité à naviguer
tous les aspects de l'existence. Donc, juste tout simplement, on peut aller vite, on peut aller lentement. On peut aller avec force, on peut aller avec douceur. On peut avancer avec la rage, on peut avancer en sifflant au papillon. Okay. Et on est à l'aise dans tout ça. C'est ça aussi qu'on fait plus de différence, ou plus de préférence. Par exemple, si on dit que le processus évolutif issu de l'intelligence divine, ben, l'intelligence divine n'a pas de préférence. L'intelligence divine a tout créé. Donc nous avons à nous mettre dans ce positionnement-là. Je n'ai pas à avoir une préférence d'aller vite ou lentement. Je suis à l'aise dans les deux. Et pour que je comprenne, ça veut dire que le yoga, ce serait la manière de suivre le vinyasa. Ce serait le chemin pour un des chemins qui nous permettrait de discipliner pour aller chercher les voies du vinyasa. Oui, exact. Okay. Et donc, quand on est plus dans l'incarnation de toute l'existence, je parle des lois universelles et du vivant naturel, pas des machines, on se libère de nous-mêmes. On n'est plus dans le petit personnage qu'on s'est créé depuis la nuit des temps, avec toutes nos préférences, nos croyances, etc. On arrête tout ça. Ça, comme Marino a dit, on se déconditionne. Si je suis aussi à l'aise dans l'élémentaire que l'élément feu, que l'eau, que tout ça, j'arrête mes préférences. J'arrête de dire « Ah, mais je suis plus eau ». Non, je suis tout. Je me déconditionne de ce que je pensais être pour devenir un être qui est universel. C'est ce que nous sommes de base. Il y a une différence entre dire je suis plus eau que plutôt là maintenant j'ai besoin de l'eau. Oui, mais ça c'est sur le chemin. Le plus qu'on avance dans notre pratique du yoga et ce qu'on a expérimenté en yoga avancé, vinyasa avancé, qu'on dépasse tout ça. On commence à dépasser la matière. Donc, tout est incarné et tout est accessible. Donc, à moins qu'on soit vraiment bousculé dans un déséquilibre, et à ce niveau-là, on ne devrait pas. Parce que c'est fait, le processus est là. On ne va pas dire j'ai besoin de ci ou j'ai besoin de ça. Je suis tout. Tout le temps. Mais ça fait partie du chemin. À se déconditionner et à s'incarner totalement dans tout ce qu'on met de base. Si on dit que j'ai besoin de l'eau, par exemple, ça veut dire que je suis en manque. Oui, voilà. Donc, ça veut dire que c'est pas là. Et là, le plus qu'on avance, tout est là. Tout le temps. Ouais. Donc ça veut dire que tout est tout le temps équilibré et qu'il n'y a plus besoin de réajustement? En yoga plus avancé, et en yoga, ça devrait déjà dans le yoga, qu'on est dans la gestion des gunas et pas des doshas. Ouais. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'ai développé dans mon enseignement, dans l'observation des gens, que l'incarnation manquait. Donc, il y avait le besoin d'amener de l'Ayurveda dans la pratique pour combler et ces d'équilibrer. Normalement, on devrait faire l'Ayurveda d'abord, yoga après. C'est pour ça que dans le yoga, il n'y a pas le discours des doshas, parce que c'est pas sa place. Quand on commence la pratique du yoga, dans l'ordre des choses, on est déjà avancé dans tout ça. On est déjà... voilà. Mais ce n'est pas le cas des gens aujourd'hui. C'est quoi la différence entre Ayurveda et yoga? Ayurveda, c'est le système de santé. Yoga, c'est le système de la libération. Voilà.
Donc l'Ayurveda nous amène dans l'incarnation du physique. Et une fois qu'on est en bonne santé, là, si on veut, on part dans le yoga. Mais l'Ayurveda, c'est pour monsieur, madame, tout le monde. C'est pour tout le monde. Le yoga n'est pas pour tout le monde. Donc l'Ayurveda, ça peut être le boulanger du coin, peu importe. C'est juste le système de santé, le plus ancien du monde. Ça veut dire que lorsque tu réfléchis, du coup, ça tu nous l'avais déjà dit, de plus réfléchir en termes de dosha, mais réfléchir en termes de guna. Ouais. Mais ça veut dire que quand on est là, il n'y a plus, dans cette notion-là, il n'y a plus la notion de déséquilibre. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas, on ne continue pas le travail en se disant je vais de plus en plus vers l'état sattvique, etc. Il n'y a même plus ça. C'est ça que j'arrive pas à comprendre la subtilité. Mais tu parles des gunas, c'est une autre gestion que les doshas. Oui, c'est une autre gestion, mais ça veut dire qu'il y a quand même cette gestion-là, de cet équilibre-là. C'est même pas un équilibre, un yogi va vers plus sattvique. Ouais. Oui, on reste quand même dans ce genre de question. Ouais. Mais quand on commence le yoga, par exemple, si on fait dans l'ordre des choses, quand on commence le yoga, on a une nature tridoshique. C'est qu'on change notre constitution dans laquelle on est né. Et on revient à un équilibre des doshas. Et à partir de là, on peut commencer le yoga. Donc on n'a plus besoin de penser au vata, pitta. On peut toujours, surtout si on vit dans la vie, on peut toujours surveiller, être sûr que, voilà, si on sent les petites perturbations, on sait comment revenir. Mais c'est tout. Mais ça me fait penser, enfin je me dis qu'on est quand même ballotté en permanence dans nos doshas en fait, dans le vata, dans le pitta, dans le kapha, en fonction des saisons et même par rapport au moment de la journée. Donc on est quand même toujours concerné par ce truc des doshas. Normalement non, en yoga non. Ouais. Non. Ça devrait être terminé. Ouais. Mais à quel niveau le yoga Je pense pas que ce soit très haut. Je pense que moi je suis là. Et je ne suis pas une grande yogini. Mais je ne gère plus du tout mes doshas. Et ça va, depuis quelques années. Et je l'ai senti naturellement. J'ai senti un intérêt plus fort au guna. J'ai pas choisi ça. J'étais très dans l'observation des doshas longtemps. Et je me souviens, j'ai commencé à être beaucoup plus sensible au guna. Et après, j'ai passé un temps d'observation sur moi-même. J'ai dit, en fait, les doshas, ça va. Et il y a beaucoup moins de perturbations. C'est-à-dire que il y a des influences externes et ça ne bouge pas au niveau des doshas. Mais ça, par exemple, ça c'est juste un petit exemple de l'attention sur les gunas. Le week-end dernier, quand j'ai pris le train d'Aix jusqu'à chez moi, j'étais un peu... mon attention était prise en otage par la vue juste du paysage juste à côté du train, sur les quartiers qui étaient autour du train, les rails, etc. Que ce soit tellement tamasique sur tout le long. Je me suis dit, à aucun moment c'est beau, quoi. Il n'y a que des ordures et que des... Voilà, c'est si tamasique. J'étais complètement oppressée par ce truc. Je me dis, mais comment c'est possible qu'en France, il y a ça, quoi. C'est impossible. Non, c'est possible. Donc pour moi, c'était juste, j'étais vraiment dans cette chose qui me perturbait au niveau des gunas. Et j'avais vraiment besoin de sentir après être dans un espace propre et rangé et beau et voilà. Donc ça commence à être un peu comme ça.
Ok. On va faire une petite pause. Sur la page 5, il y avait une autre page sur quels sont les besoins des débutants qui devait être faite après la pratique. Mais je pense qu'on a vous avez, d'après ce que vous avez exprimé sur la première fois, la page 2, c'était assez juste. Donc je n'ai pas envie de refaire. En fait, quand j'ai commencé à enseigner ce module, par rapport à ce que j'observais, que j'écoutais avec les élèves, c'est pour ça que j'ai fait en 2 parties, de faire une fois avant la pratique et une fois après, parce que les discussions, c'était très physique par rapport aux besoins des gens. Par exemple, ils ont besoin d'apprendre l'alignement. Par exemple, des choses comme ça. Et des choses très, très posturales et très physiques. Et ce que j'observe chez vous, et donc je me félicite aussi dans ça, parce que avec ces informations que j'observe chez des gens, j'insuffle encore plus, j'insiste encore plus sur certains aspects dans mon enseignement plus avancé, pour être sûr que ces choses sont là. Et quand je vous ai écouté, j'ai vu en fait que vous avez capté et vous êtes dans cette pratique-là. Donc, c'est super. Notamment, on va dire, si je reviens sur la page, l'observation, la concentration. La première fois que j'ai donné ce module, j'ai invité les profs de yoga que je connaissais de venir, juste pour les pratiques, qui enseignaient déjà. Et j'avais une prof qui m'a dit, mais jamais je pourrais donner ça à mes débutants. Et là, je dis, mais pourquoi? C'est tellement simple. Elle dit, non, mais c'est la concentration. Il ne pourrait jamais. Donc j'ai dit, déjà, il ne faut pas dire ça. Mais deuxième chose, applique. C'est parce que toi, tu n'arrives pas à te concentrer qu'ils ne peuvent pas se concentrer, et que tu n'enseignes pas la concentration. Mais juste essaye. Donc, je ne sais pas ce qu'elle a fait avec ça, mais voilà, c'était sa réflexion. Je ne pourrais pas faire ça parce que ça demande trop de concentration. Donc, j'ai dit déjà, c'est problématique. Parce qu'on veut absolument faire pratiquer la concentration. Proprioception. Respiration, dans ces aspects, par exemple, vous avez dit quand et comment respirer. Donc, j'ai expliqué un peu ça. Quand, voilà, quand on est debout, en mouvement, etc., par exemple. Mathilde parlait de la simplicité. La simplicité est essentielle pour pouvoir, comme tu dis, zoomer sur certaines choses. Si on amène une pratique complexe, on ne peut pas se concentrer sur les choses de base. Et vous avez dit plein d'autres choses aussi qu'on va expérimenter au fur et à mesure pendant ce module. J'aimerais bien aussi, quelqu'un a dit, qu'est-ce qu'on fait quand on fait rien? J'espère que les idées commencent à venir. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait rien? Ok. Prendre contact avec la respiration et avec son corps. Voilà. Sensation de son corps, etc. Être rassuré. Il y avait quelque chose aussi, être rassuré sur la souplesse demandée. Là, on n'a pas fait beaucoup de choses qui demandaient énormément de souplesse. Non. Ça, c'est un vrai sujet. Toutes les personnes que je connais ne veulent pas faire de yoga parce qu'ils sont pas souples. Ouais. Et surtout avec Instagram, ça devient plus un sujet. Ok, on va faire une pause de 10 minutes.